qui pourra véritablement dire n'en avoir pas rêvé. Eh bien, nous y sommes. Nous en sommes à la toute dernière semaine de l'année 2020. Et c'est avec beaucoup de joie et d'espérance, de paix, d'amour que nous entamons ensemble cette dernière semaine pour la terminer en ce jeudi 31 décembre 2020 et l'ouvrir aussi de concert à la nouvelle année 2021, le vendredi 1er janvier 2021. Bonjour Monsieur Palano. Bonjour Alice. Et bienvenue. Merci beaucoup. Les fêtes se sont bien passées? Très bien. En tout cas pour la première tranche. Oui, très bien, c'était une belle fête. Merci. Super, on attend pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais avant, nous en sommes donc dans la période de fête et malheureusement à cette période-là, et comme à d'autres périodes aussi, on constate quelques incivismes et quelques mauvais comportements sur nos routes au travers de l'alcoolisme, d'autres consommations de stupéfiants, de substances avilissantes et addictives. Quel est le point aujourd'hui? C'est vrai que en matière de fête, beaucoup d'usagers de la route, beaucoup d'automobilistes se laissent aller. On constate une forte augmentation de la consommation de l'alcool. Les périodes des fêtes ne sont pas des dispenses des autorisations pour outrepasser cette règle, surtout qu'il y va de la sécurité de la vie des usagers de la route. Tout à fait. Et pour s'arrimer au droit, il faut déjà rappeler que est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA ou l'une ou l'autre de ces deux peines seulement. Quiconque se trouverait en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique aurait voulu même ou tenté de prendre le volant. La loi est claire là-dessus. Elle a stipulé... Notre loi est claire là-dessus. Elle est assez sévère comparée à d'autres législations que je connais. Notre loi est suffisamment sévère. Ce que vous venez de lire, on va punir la personne qui est manifestement ivre, donc qui est dans un état d'ivresse constaté. On va punir toutes les personnes qui ont une certaine quantité d'alcool dans le sang, quand bien même elles ne manifestent pas des symptômes d'ivresse. On va punir celui qui conduit et on va punir celui même qui aura tenté de conduire, quand bien même il n'est pas encore assis à son volant, qu'il manifeste le désir de prendre le volant alors qu'il est ivre. Donc la loi est suffisamment sévère. Et la loi va aller plus loin. Là, vous avez pris la loi sur la réglementation de la police de la route, mais la loi sur le débit de boisson va punir toutes les personnes qui vont contribuer à aggraver la situation d'ivresse. C'est-à-dire? On va punir les responsables des maquis, des bars, qui vont donner à boire à des gens manifestement ivres, alors qu'ils savent qu'ils vont prendre le volant. On va les punir des peines quasiment pareilles, qui vont aller jusqu'à des délits. On va punir des gens qui vont faire état de leur ivresse publique, de leur ivresse sur la voie publique. Donc là, il y a beaucoup de tests qui réprimandent l'alcool au volant. Et dans d'autres circonstances, même en matière d'assurance, il aura une déchéance même de droit d'être assuré, de droit au remboursement de celui qui est ivre au volant. D'accord. La loi a prévu beaucoup de dispositions pour pouvoir freiner les ardeurs de personnes ivres ou même de personnes favorisant l'ivresse d'une autre personne. Même vous, aujourd'hui sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez? Déjà, pour le constat de pouvoir empêcher même une personne ou de lui donner à boire, qu'est-ce qui est fait? Et puis, dans l'application de cette disposition-là sur le terrain, c'est vraiment appliqué? Généralement, en matière de code de la route, il faut malheureusement que l'incident ou bien l'incident se produise pour qu'on puisse apprécier une certaine rigueur de la loi. Je vais dire qu'il y a beaucoup de décisions de justice qui font cas des gens sanctionnés pour l'alcool au volant. Mais malheureusement, on est dans une pratique où on a plus ou moins banalisé cette réglementation-là. C'est-à-dire que les conditions de vente de boissons, les conditions de détention de boissons sont tellement banalisées qu'on a du mal à apprécier la rigueur de la loi dessus. Aujourd'hui, on vend en bordure de voie des sachets, des pots. On a transformé tout l'alcool en petits gadgets qu'on porte sur soi. Donc, ça donne l'impression que ce n'est pas sanctionné. Mais bon, quand on a eu ici l'histoire avec le procureur qui a essayé de poursuivre un responsable des bars, donc je vais dire qu'il y a suffisamment de textes, il y a suffisamment de matière. La jurisprudence, elle est là. Elle est claire. Maintenant, son application répétitive... C'est là où peut-être que... Peut-être qu'il faut qu'on cherche beaucoup. Il faut qu'on voit ici, il y a beaucoup de cas qui se sont produits, mais chaque fois que la justice était saisie d'un conducteur ivre, elle a réagi sévèrement, elle a puni parce qu'on considère qu'un conducteur ivre est un peu comme un criminel fou, qu'il faut protéger les usagers de la route.
On a envie peut-être aussi de revenir en amont. C'est vrai que les dispositions sont là. Et en même temps, en cette période de fête plus singulièrement, on a plusieurs espaces de loisirs qui ouvrent et qui organisent, on va dire, des fêtes pour pouvoir offrir ou sinon proposer de l'alcool aux consommateurs. Mais, on n'en ferait pas à vraiment réguler en amont pour éviter qu'on ait à constater l'irréparable plus tard? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir? Je l'ai dit qu'en amont, c'est déjà régulé. Peut-être qu'il faut voir comment on met plus de contrôle. Vous parlez de personnes qui organisent. En fin d'année aussi, par exemple... Ils sont bien géolocalisés. Oui, on sait très bien comment se passent les approvisionnements. Donc, on sait bien l'effet que ça aura. On vise les débutants de boissons, mais on peut viser une entreprise qui offre un pot de départ. Elle a aussi sa responsabilité. Elle est poursuivie au même titre que les autres. Quand vous contribuez à aggraver l'ivresse d'un conducteur, vous êtes forcément réprimé. Donc, on a suffisamment de moyens. Peut-être que dans notre pratique, on n'a pas beaucoup d'éthylotests, d'éthylomètres sur les routes qu'on ne constate pas, mais avec d'autres activités, d'autres actions comme la prise de sang, on va constater l'ivresse. Donc, on a suffisamment de moyens pour, réprimer, contrôler. Maintenant, dans l'application, peut-être qu'il faut faire preuve de moins de tolérance, il faut être plus rigoureux face à des acteurs qui ne savent pas qu'ils constituent un danger pour les autres. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité et vous êtes dans Matin Bonheur. Après sa victoire à la présidentielle, le RHDP convoite les 255 sièges de l'Assemblée nationale, des législatives qui s'annoncent très disputées après 10 ans de boycott électoral. La branche du Front populaire ivoirien proche de l'ex-président ivoirien annonce sa participation aux législatives et aux élections locales de 2021. Une décision sans doute motivée par le retour annoncé de Laurent Gbagbo. Alors, le RHDP a-t-il vraiment les chances de gagner face à une opposition prête à briguer tous les postes? Quelle sera la stratégie du parti pour ces législatives? Sur le plateau de Instant Vérité, Dassanson Tilkouété, il est député RHDP, élu à Bouna. Dassanson est aussi le président de l'Union des jeunes du RHDP. Bonjour Dassanson et bienvenue à Instant Vérité. Merci à vous. Alors, les législatives de 2016 ont été remportées par le RHDP. Le parti a obtenu 167 sièges sur 255. Alors, après 4 ans de siège, quel bilan peut-on retenir? Bien, merci madame pour cette aimable invitation à Instant Vérité. Et merci de me permettre de faire un bref bilan sur l'action des députés RHDP au niveau de l'Assemblée nationale. Et déjà, si on doit parler de bilan, je voudrais marquer la satisfaction de l'ensemble du groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale, qui a eu tout le long de cette mandature à œuvrer dans le sens de l'intérêt des populations ivoiriennes. Dans le sens de l'intérêt des populations ivoiriennes parce que toutes les lois qui ont été présentées à l'Assemblée nationale ont été uniquement dans le sens de l'intérêt des populations. Alors, et nous devons donc nous satisfaire de notre travail. On va faire les choses de façon plus concrète. Alors, le rôle du député est de contrôler le gouvernement, de discuter, d'amender les projets de loi, de les voter et de faire aussi des propositions de loi. Alors, vous pensez avoir rempli ces fonctions? Parfaitement, madame, parce que, comme je vous le disais, hein, le député, c'est celui qui vote les lois, comme on le dit. Le député, c'est celui qui contrôle l'action gouvernementale. Vous venez de le dire. La question de l'amendement des lois intervient dans le processus de la formation des lois et la question du contrôle gouvernemental intervient à travers peut-être ou bien certainement des questions posées au gouvernement pour comprendre certains aspects. Et sur toute la ligne et sur tous ces aspects, que ce soit dans le processus de la formation des lois, le groupe RHDP a toujours été au rendez-vous, que ce soit sur des questions
adressé au gouvernement pour comprendre pourquoi nous avons été toujours à la hauteur. Voilà. Nous aussi, nous avons souvent, lors des reportages, nous avons suivi des séances à l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, tout le groupe RHDP s'aligne sur des projets de loi ou on vote les projets de loi. Non. Simplement, même sans amendement, on dit non, il faut soutenir le gouvernement. Au lieu de le contrôler, alors et on vote les lois. Non. Ne dites pas que le groupe parlementaire RHDP s'aligne. Ce sont les journalistes qui ont regardé. Ce sont les journalistes qui ont suivi. Non, c'est une mauvaise interprétation. Les députés ne s'alignent pas. La fonction parlementaire est une fonction totalement indépendante. C'est ce que les journalistes ont constaté au quotidien. Certainement que leur constat n'a pas été sincère. S'ils constatent que les députés se sont alignés ou bien s'ils ont l'impression qu'ils se sont alignés, c'est justement parce que le texte qui a été présenté emporte l'adhésion de l'ensemble des députés du RHDP. Et madame, moi je vais vous dire... Mais souvent ces textes sont nombreux. Non, oui, mais je vraiment nombreux. Laissez-moi vous dire quelque chose. On n'a pas l'impression que les députés RHDP contrôlent l'action du gouvernement. Non, mais laissez-moi vous dire quelque chose sur la question de la formation même de la loi. Lorsqu'on envoie une loi à l'Assemblée nationale, il y a d'abord un premier élément, l'esprit de la loi. Que vise le législateur, l'initiateur de la loi? Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif? Lorsque vous êtes déjà persuadé de l'objectif à atteindre, vous voyez que le débat devient un peu plus aisé. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas d'alignement systématique des députés RHDP. On va le faire de façon encore beaucoup plus concrète. Et il n'existe pas aussi une loi qui est passée à l'Assemblée nationale sans que les députés nous posent des questions pour pouvoir comprendre si la loi va dans l'intérêt des populations. Pour vous-même, mais pas pour les populations, je suppose. Alors, de façon plus concrète, quelles sont les propositions de loi que vous avez faites durant ces années à l'Assemblée nationale? Non, ça... Le gouvernement envoie des projets de loi. Mais le député, lui, il fait des propositions de loi. Alors vous, à votre niveau, en tant que député, quelles sont les propositions de loi que vous avez faites durant ces années à l'Assemblée nationale? Je dois avouer honnêtement que les députés n'ont pas eu à faire de propositions de loi. Mais pourquoi? La raison est très simple. La raison est très simple. C'est parce que le gouvernement est beaucoup plus alerte que le Parlement. Mais pourquoi? Si, oui, bien sûr. Mais écoutez, oui. Le gouvernement est encore plus alerte pour la simple raison que le gouvernement dispose de tous les éléments d'appréciation, de toutes les informations, de tous les éléments qu'il faut pour pouvoir arriver à la formation d'une loi. N'oubliez pas qu'on ne se lève pas un matin comme ça pour pouvoir initier une loi. Une loi, c'est quelque chose de beaucoup plus solide et le gouvernement disposant... Le député, je reprends, s'il vous plaît, monsieur Dassanson, je reprends. Le député, l'autre rôle du député est de rendre compte aux populations. Oui. Donc, il se doit de faire des propositions de loi allant dans le sens des intérêts des populations. Alors, je pose la question. En tant que député, vous êtes un intermédiaire entre les citoyens et l'administration publique, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez organisé souvent des séances d'information au profit des populations? Est-ce que vous avez essayé de comprendre les besoins des populations au fin de faire des propositions de loi? Voilà la question que je pose. Madame, moi je vous dis une chose. Tel que vous posez les questions, c'est un peu le comportement que nous avons essayé de donner à la population, de sorte que la population ne comprend pas véritablement le rôle du député. Le député propose des lois, certes, mais le gouvernement aussi a l'initiative des lois comme le Parlement. Non, madame, nous avons remarqué que c'est le gouvernement qui a l'initiative, qui a trop souvent mais c'est ce que je vous dis, mais je vous dis que le gouvernement est beaucoup plus alerte que les députés. Mais pourquoi le député... Mais pourquoi on ne pense pas que ce soit normal que... Le député est dans le peuple. Oui, le député est dans le peuple, mais il connaît les besoins du peuple. Une loi répond à des technicités. Une loi, c'est un ensemble. Mais vous devez le savoir en tant que député. Non, oui, mais nous le savons. Mais nous le savons. Mais une loi, ce sont des informations. Être un député, c'est du bénévolat que vous faites. Ce sont des informations qu'il faut traiter. Une loi, on ne s'assoit pas comme ça pour écrire comme une simple phrase. On vient à l'Assemblée nationale pour créer un cadre normatif. C'est un cadre normatif qui obéit à plusieurs processus. Et ne pensez pas qu'on peut s'asseoir comme ça et puis dire qu'on a rédigé une loi. Non, c'est pas possible. Alors, lorsque les députés examinent les actions du gouvernement, ils remplissent leur rôle de contrôleur. Alors, cela consiste à s'assurer que les intérêts des populations sont bien protégés. Alors, pensez-vous avoir fait ce qu'il fallait en contrôlant les actions du gouvernement? Oui, mais les actions du gouvernement, telles que vous posez les questions, moi je reviens dessus encore, madame. Un parlement n'est pas fait
pour s'opposer à l'action gouvernementale. Oui. Ce sont deux pouvoirs distincts, certes. Oui. Ce sont deux pouvoirs distincts. Mais en même temps... Mais ne comprenez pas l'action gouvernementale comme une action qui s'oppose nécessairement ou encore obligatoirement à l'action gouvernementale. Pas forcément. C'est une mission, mais en même temps, de complémentarité et chacun œuvre pour l'intérêt des populations. Est-ce que vous pensez que Monsieur Dassanson, pensez-vous avoir fait ce qu'il fallait en faveur des populations nous avons en tant que député? exactement, nous avons fait exactement et en toute conscience ce que nous devons faire pour nos populations. La preuve, toutes les lois qui sont arrivées à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, nous avons toujours pris et à l'initiative des députés. Non, il n'y en a pas, bien évidemment. Je vous dis, mais félicitez le gouvernement aussi, puisque le gouvernement est encore plus alerte que Mais ce n'est pas à vous de féliciter le gouvernement. Vous êtes dans un pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Mais donc c'est vraiment quand différent vous raisonnez comme ça, du pouvoir exécutif. Quand vous raisonnez comme ça, vous opposez les pouvoirs. Le gouvernement sera là. Cet espace aussi voilà, est réservé pour tous les membres du gouvernement qui doivent venir ici pour répondre aux questions des Ivoiriens. On n'est pas là pour s'opposer au gouvernement. Nous sommes là dans le cadre d'une synergie d'action. Monsieur Dassanson, l'autre fait important pour ces joutes électorales, la participation annoncée de l'opposition aux législatives prochaines. Alors, le RHDP a-t-il des appréhensions? Oui, le RHDP, à l'étape actuelle de l'évolution des choses, nous n'avons aucune difficulté, nous n'avons aucune crainte à aborder les élections qui arrivent parce que le RHDP est présent sur tout le territoire ivoirien. Le RHDP a déjà fait ses preuves en matière d'élection. Le RHDP sait conquérir le pouvoir. Nous n'avons aucune appréhension. Alors, dans le cas d'un retour de Laurent Gbagbo, la division des deux tendances du FPI n'aura bien évidemment plus aucun fondement. Alors, ce serait donc la réunification des deux camps. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant que député RHDP? Non, je vois là où vous voulez arriver. Certainement que vous pensez que le RHDP est en train d'avoir un adversaire pour ces élections législatives. Mais c'est tout à fait normal. Nous sommes sur la scène politique ivoirienne. Non, l'adversaire sera là, mais il n'aura pas d'adversité parce que nous allons gagner ces élections tranquillement avec beaucoup plus de sièges que nous avons eu aux élections législatives. Je suis en train de vous dire, c'est un fait majeur, un fait politique majeur qui peut changer le paysage politique et rebattre les quatre niveaux même de l'échiquier politique. Ça ne change pas beaucoup de choses, dans la mesure où, pendant toutes ces années, quand même, le RHDP a pu imprimer ses marques sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et quand on a dirigé un pouvoir avec autant de sérieux, tel que nous avons vu avec le président Alassane Ouattara, quand les députés ont été mis à contribution pour véritablement impacter le terrain, à l'approche des élections législatives, on ne peut avoir aucune difficulté. Vous semblez minimiser l'impact de l'opposition. Alors, l'ensemble des partis politiques de l'opposition envisagent de présenter un candidat unique, et je cite, dans de nombreuses circonscriptions afin de battre le candidat RHDP. Alors, quel est votre commentaire là-dessus? Madame, une élection, c'est une organisation. Voilà, une élection, c'est une organisation. Et ça fait très longtemps que le RHDP est sur le terrain pour pouvoir organiser d'abord l'élection présidentielle que vous avez vu qui s'est excellemment bien passée, avec un taux de participation vraiment élevé, avec un taux d'élection du président de la République super élevé. Et vous savez que ça va avoir des impacts. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dit tantôt que le RHDP va même non seulement conserver les sièges obtenus en 2016 et encore gagner d'autres sièges? Alors, vous comptez sur quoi? Vous basez sur quoi? Quels sont les fondements de vos propos? Madame, le RHDP est un pouvoir qui a fait ses preuves. Je vous l'ai dit tantôt. Le RHDP est un parti qui est représentatif à l'échelle nationale. On le sait, mais sur quoi vous basez-vous votre argumentaire qui dit que, voilà, nous, on aura plus de sièges, on va non seulement conserver les sièges qu'on a eus, mais on aura encore d'autres sièges à gagner. Vous comptez sur quoi? Si vous me posez la question, je vais vous poser la question de savoir de quoi a besoin un peuple. Ce dont le peuple a besoin pour pouvoir faire confiance à ses dirigeants, ce peuple-là l'a déjà. Donc, il nous suffit juste d'aller dans chaque localité et puis dire aux populations que, voyez-vous, l'électrification qui est en train de se faire dans votre village ou qui est déjà achevée, le bâtiment de tel ou tel as qui a... Non, mais le député ne fait pas ne construit pas les routes. Non, mais le budget de l'État est voté par les députés. Alors, voilà, le budget de l'État est voté par les députés. Voilà. Et donc, c'est notre action aussi. Hein. Tant qu'on n'a pas voté les lois, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Maintenant, est-ce que la division de l'opposition n'a pas, en quelque sorte, arrangé les affaires pour le RHDP en 2016?
Parce qu'en face, il n'y avait pas vraiment... C'est vrai, il y avait le FPI en fait, détenu par Pascal Affi-N'Guessan. L'opposition a toujours été assez intelligente quand même. Hein. Quand elle sent qu'elle ne peut rien avoir du tout, elle préfère le boycott. On ne dit pas ça. Voilà. Oui, non, c'est le jeu politique, ça. Ça, c'est le jeu politique. Ça n'a rien à voir avec... Parce que l'opposition est impuissante. Leur décision de revenir actuellement nous rassure. Au moins, on va avoir une... Mais est-ce que la division de l'opposition à cette époque-là n'a pas avantagé le RHDP? C'est la question. Je vous dis non, madame. D'accord. Alors, de plus, à cette époque-là, le PDCI n'était pas dans l'opposition. Maintenant, le PDCI était avec vous au RHDP. Maintenant, le PDCI est dans l'opposition. Mais il faut nuancer. Hein. De quel PDCI vous parlez? Parce que la plupart le PDCI d'Henri Konan Bédié, du président Henri Konan Bédié. Les significatifs du PDCI, de l'ancien PDCI, sont aujourd'hui au RHDP. Non, il y a toujours des cadres au PDCI, s'il vous plaît. Mais je vous dis les cadres significatifs. Voilà, vous voulez dire quoi? Ceux qui sont... que ce qui reste au PDCI entre les mains de Bédié, ça n'a pas un impact pour pouvoir influencer. On le verra bien. RHDP. On le verra bien. Alors, mesdames et messieurs, fin de cet entretien, fin donc de cet instant vérité. Voilà, fin de instant vérité d'Ascension Tilkoueté. Merci d'être venu vous prêter au jeu de questions-réponses. Avec vous, il a été donc question des législatives à venir. Elles sont probablement prévues pour le premier trimestre de 2021. Alors, restez avec nous dans Matin Bonheur. Bonjour, Monsieur Abi. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, dans notre case investissement, on va encore aujourd'hui s'épancher et s'étendre sur la question. Et il faut savoir, hein, quoi qu'on dise, parler d'investissement, ça revêt un caractère un peu, on va dire, risqué, ou par la méconnaissance même de ses usages. Aujourd'hui, on va passer en revue quelques idées reçues, essayer de les déconstruire dans l'esprit de nos téléspectateurs pour y installer la bonne information. Mais le préalable et le préambule restent toujours la définition de l'investissement pour ceux qui nous prennent. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais dire simplement que l'investissement représente une dépense que vous faites à l'instant présent, pour pouvoir donc, dans un futur lointain, en tirer donc des rendements meilleurs. C'est ça l'investissement. Vous mettez de l'argent sur la table aujourd'hui et vous espérez donc en tirer des rendements meilleurs dans un futur lointain. Très bien. Alors, sortir de l'argent, mobiliser des fonds, ça a une petite connotation de hantise. Quelles sont les idées reçues qui sont vraiment courantes dans le jargon? Oui, vous savez, dans le domaine de l'investissement, on entend tellement de choses, et ce sont des choses d'ailleurs qui influencent beaucoup, j'allais dire, le choix de tout investisseur. L'une des choses que nous entendons souvent, c'est l'idée que l'investissement est réservé aux riches, ce qui est archi faux. Vous savez, l'investissement, en fait, permet à toute personne de pouvoir optimiser ses finances personnelles, hein, vous savez, afin de pouvoir en tirer des rendements meilleurs dans un futur lointain. C'est ça l'investissement. Et toute personne peut donc investir. Vous voyez, vous et moi, le particulier, le cadre supérieur, le cadre moyen, toute personne peut investir. C'est ça l'investissement. Et je pense que même l'État, je voudrais d'ailleurs souligner ce fait qui est très important, même l'État peut investir. L'État peut détenir ce qu'on appelle un portefeuille d'investissement. Et ce portefeuille d'investissement va se faire à travers quoi? À travers un fonds souverain d'investissement. Vous voyez? Et ce fonds souverain d'investissement va permettre à l'État d'investir dans les marchés financiers, lesquels marchés financiers vont procurer donc un rendement intéressant donc à l'État. Et avec ces rendements, l'État va, par exemple, soutenir des petites entreprises, des PME, peut soutenir des entreprises stratégiques pour le pays et peut, ce qui est plus intéressant, peut mettre de l'argent de côté pour les générations futures. Vous voyez? C'est un événement, j'allais dire, qui est très important. Alors, de ce que vous venez de nous dire, là, ça équilibre la redistribution des richesses dans un pays quand l'État opère des investissements judicieux. Alors, on va encore rester sur ces idées reçues, là, et puis peut-être les stratifier en fonction des secteurs, par exemple. Au niveau de l'immobilier, qu'est-ce qu'on a tendance à entendre? C'est vrai que quand on parle d'immobilier, beaucoup de personnes se disent qu'il faut d'abord être propriétaire pour pouvoir investir, ou bien qu'investir dans l'immobilier, c'est un peu trop risqué. Quand on parle de détenir de la bonne propriété pour pouvoir investir, je m'inscris en faux contre cela. Vous savez, quand vous voulez réaliser un investissement immobilier, vous devez, au préalable, mettre en place ce que j'appelle un compte d'épargne logement.
Voyez, avec votre Comment il se constitue? Il se constitue donc auprès d'une banque et au bout d'un certain nombre d'années. La banque peut vous demander d'investir, de réaliser par exemple, une épargne, peut-être au bout de 5 à 8 ans. Et au terme de cette épargne, la banque met des fonds à votre disposition pour pouvoir donc acheter votre logement principal si c'est ce que vous voulez faire. Voyez? Mais ce qui est important pour la banque, c'est quoi? Pour la banque, il faut donc que les revenus locatifs qui vont être tirés de votre bien immobilier, si c'est des appartements par exemple que vous construisez, il faut que ces revenus locatifs viennent couvrir notamment tous les engagements financiers que vous allez prendre vis-à-vis d'elle. Ben pour cela, la banque va demander que vous ayez d'autres revenus. Notamment si vous êtes salarié, la banque est beaucoup plus à l'aise à vous octroyer, à mettre en place ce crédit pour vous. Parce que le salaire que vous avez va venir compenser le risque locatif que vous courez avec ce bien immobilier que vous avez entre les mains. Si un seul locataire fait défaut, la banque va s'appuyer donc sur vos revenus réguliers, votre salaire qui est un revenu régulier pour pouvoir couvrir ce risque défaut et puis donc continuer cet engagement financier que vous avez vis-à-vis d'elle, poursuivre cette opération avec vous. Voilà. Alors, à ce stade de votre propos et de la définition et même du développement que vous faites, c'est sûr que nos téléspectateurs se disent « Ah, ben, on revient encore à la grande idée de savoir que c'est vraiment pour des personnes possédant un certain nombre de fonds qui peuvent se lancer ». Dans le sens où tout le monde n'est pas forcément détenteur d'un patrimoine qui pouvait faire l'objet d'une garantie pour pouvoir se lancer. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on parle de détenir un revenu régulier, ça peut être un salaire, ça peut être une activité donc, que vous faites. On a les taux des salaires. Hein. Ça peut être une activité que vous menez et de cette activité, vous tirez donc des revenus réguliers. La banque a besoin de s'assurer qu'en dehors des revenus locatifs que vous allez percevoir, il faut que vous disposez d'un autre revenu, un revenu régulier. C'est important pour les banques. Parce que si la banque vous prête de l'argent et qu'il y a un défaut, notamment d'un seul locataire ou de quelques locataires par rapport donc au bien immobilier que vous mettez en location, la banque est en droit de vous dire, monsieur, avec votre salaire, vous allez couvrir notamment ce risque locatif. Voilà pourquoi il faut disposer d'un revenu régulier. Et il faut avoir peut-être aussi l'âme d'un investisseur qui s'arrimerait avec l'âme d'un parieur. Est-ce qu'il faut disposer de ces deux facteurs-là pour pouvoir se lancer? Non, l'investissement, il faut le préciser. Il faut prendre des risques aussi des fois. Il faut prendre des risques, mais ce n'est pas un pari. Ce n'est pas un pari que vous faites. Ce n'est pas de la loterie, je veux dire, que vous jouez. Vous voyez, l'investissement, c'est quelque chose qui est très ordonné. Quand vous décidez de rentrer dans un processus d'investissement, il y a tout un schéma à suivre. Il y a tout un schéma que vous devez mettre en place. Vous devez d'abord, premièrement, comme je l'ai dit tantôt sur ce plateau, définir vos objectifs financiers. Ensuite, vous devez donc définir votre profil d'investisseur. Quand tout cela est fait, on sait maintenant dans quelle direction vous allez. Vous voyez? Et quand vous avez mis en place tout cela, vous pouvez maintenant définir votre plan d'investissement. Mais ce qui est important quand vous mettez en place votre plan d'investissement, c'est d'aller vers la régularité. Lorsque vous dites, je prends par exemple 10% ou 15% de mon salaire, que je vais donc allouer ces 15% de mon salaire à un plan d'investissement et 10% par exemple à un compte d'épargne qui va me servir donc d'épargne de garantie de fonds de fonds de sécurité, il va falloir que cela soit fait dans la régularité. Voyez? Si c'est fait dans la régularité, vous êtes véritablement dans un processus d'investissement. Mais si vous le faites par à-coup, en fonction donc des moyens que vous disposez ici et là, vous ne faites pas de l'investissement. Vous êtes un opportuniste par rapport au marché. En tout cas, il faut se départir de l'opportunité, on va dire, triviale comme ça. Il faut apposer de la responsabilité quand on veut investir. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour investir en fonction de son profil qu'on aura défini? C'est de lui dire aussi. Hein. Ah, c'est fini pour nous, nous on a passé l'âge. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, l'investissement, c'est fait pour pouvoir, donc, pouvoir le réaliser à tout âge. C'est vrai qu'on entend beaucoup les jeunes, notamment les jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, dire que l'investissement, ce n'est pas fait pour moi. Ils préfèrent donc s'adonner à d'autres choses, aux choses de la vie. Vous voyez? Mais pourtant, c'est l'âge idéal pour commencer à constituer un portefeuille d'investissement. L'avantage qu'ont les jeunes, c'est le long terme. Ils ont tout l'avenir devant eux. Vous voyez? Quand ils décident de rentrer dans un processus d'investissement, tout ce qu'on leur demande, c'est de la régularité. Et par rapport à cette régularité, il faut bien qu'ils puissent investir pour le long terme. Et quand ils investissent pour le long terme, par exemple un jeune de 25 ans qui investit au bout de 10 ans, à terme,
il peut donc construire, par exemple, sa résidence principale. Oui. Voyez? Donc, il n'y a pas d'âge, j'allais dire, comment on appelle, au-delà duquel il est déjà trop tard pour investir. Même quand vous avez entre 50 et 60 ans, vous pouvez toujours réaliser un portefeuille d'investissement avec un profil prudent qui va vous donner droit à quoi? À un revenu régulier. Voilà. Alors, il faut savoir définir son profil et en Tout à fonction fait. de ça, s'orienter vers l'investissement adéquat. On a stratifié les différents domaines. On a parlé de l'immobilier, on parle maintenant du domaine financier, des actions et tout ça. Quelles sont les idées reçues et autres mythes? C'est vrai que quand il s'agit d'actions, on entend tellement de choses. Ouais. On entend des choses telles que... C'est embourgeoisé un peu, donc ça reste lointain pour certaines personnes. C'est vrai qu'on considère que l'action, c'est pour les riches, on considère que ce sont des titres trop risqués, c'est trop compliqué d'y investir, ça n'a pas assez de rentabilité. Mais tout cela, vraiment, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux contre cela parce que, vous savez, l'action, c'est ce qu'il y a de meilleur comme solution de placement sur le marché. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Pourvu que vous investissez sur le long terme. Voyez, si vous décidez aujourd'hui d'acheter une action, il va falloir que vous regardiez donc le long terme. Par exemple, vous achetez une action d'une société X, vous vous dites, je vais garder cette action-là pour au moins 5 à 8 ans. Ça, c'est le long terme, même au-delà. Mais si vous décidez d'investir pour un court terme, un moyen terme, vous dites, je vais investir pour 2 ans, 3 ans sur une action, c'est sûr que votre portefeuille court un risque de perte potentielle. Parce que pendant ces 2-3 ans, il se peut que le cours de l'action ne varie même pas d'un iota. Il se peut que le cours de l'action peut-être puisse varier, à contrario, c'est-à-dire à la baisse. Ce n'est pas pour autant que vous devez vous alarmer. Vous devez donc juste regarder votre portefeuille d'investissement, rester donc serein et puis attendre patiemment. Merci beaucoup, Monsieur Guy Abinogues, pour cette séance investissement. Alors, il faut savoir qu'investir peut assurément nous apporter de beaux rendements, mais il faudrait toutefois bien s'informer et s'outiller avant de se lancer. Merci de nous avoir suivis pour ce dernier lundi même de cette dernière semaine de 2020 et on se verra pour le dernier mardi demain.